pour cette première partie de notre retour sur nos enquêtes, nous allons pratiquer avec Nassira El Moadem, la directrice du Bondi Blog. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Une autopsie journalistique, ce qu'on appelle aussi une contre-enquête. Alors pour que tout le monde et nos téléspectateurs, nos lecteurs sachent de quoi nous parlons, nous allons diffuser un reportage que le journal de France 2 a rendu public. C'était le 7 décembre 2016 et qui a percuté, voire même déchiré la classe politique et la primaire, notamment de gauche. Le reportage de France 2 tout de suite. Dans cette banlieue parisienne, nous suivons deux militantes de la Brigade des Mères. Nadia Remadna et Aziza Saya se battent pour la liberté des femmes dans ces quartiers. Pour nous montrer la réaction des hommes, elles filment dans un bar en caméra cachée. Dès l'entrée, on leur demande pourquoi elles viennent. Cherchez qui, madame? On cherche quelqu'un. Un monsieur? Dans ce bar, que des hommes, pas très accueillants. Le mieux, c'est d'attendre dehors. Pourquoi? Ici, il n'y a que des hommes. Bah, c'est pas grave, on vit dans un monde où il y a des hommes et des femmes. Ça vous dérange, vous? Moi, c'est pour vous. Non, pour moi. Là, Le patron du bar n'a pas envie de discuter. D'autres hommes sont choqués de voir ces femmes. je m'en fous, on va se faire discrète, petite dans un coin. Il n'y a que des mecs dans ce café. Mais comment c'est normal qu'il n'y a que des mecs? Imagine que tu veux prendre un café avec une cousine, une amie, ta femme. Non? Normal. Elle reste chez elle. Ta cousine, elle reste chez elle. Ah bon? Elle fait ce qu'elle veut, mais pas avec moi. Ben voilà, dans ce café, il n'y a pas de mixité. Est-ce que c'est normal? Ben, c'est moi, on n'est pas à Paris. Même à Sevran, c'est la France. C'est dans le 93. Et alors, le 80... Et alors? À Paris, c'est des mentalités différentes. C'est comme Anglais. Aller dans un bar, ici, c'est braver un interdit pour une femme. Tu fais ça en Arabie Saoudite, tu dis ouais. Mais ça, on est en France. On est en train de dire, ah mais tu te rends compte, il y a des femmes quand même qui ont été dans un café. Nassira, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Tu diriges le Bondi Blog et tu as publié, tu viens de publier il y a quelques jours, une contre-enquête sur ce reportage que nous venons de voir sur ce bar de Sevran qui, comme le montre notre consoeur de France 2 en caméra cachée, Caroline Sins, n'accepterait pas de femmes et on entend même que ce serait une sorte d'écho français de situation que l'on connaît en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays. La contre-enquête que tu as fait documente l'inverse, c'est-à-dire que ce que nous avons vu dans un journal de grande écoute, journal de France 2, service public, à 20h, n'est pas vrai d'après ce que tu racontes. Alors, d'abord, avant de discuter du fond de la question, pourquoi tu as décidé de décortiquer, de faire l'autopsie de ce moment télévisuel qui a rencontré un moment politique et électoral, notamment celui de la primaire du PS? Oui, c'est important de rappeler le contexte. En fait, la raison pour laquelle on a décidé de le faire, c'est parce que d'abord, on a été assez surpris du procédé. On a ici... Du procédé journalistique. Tout à fait. On a ici un reportage qui est beaucoup plus long, puisqu'il y a la séquence Sevran et après il y a la séquence banlieue lyonnaise. La séquence Sevran dure 1 minute 25. Ce qui nous a beaucoup interpellé, c'est la façon de réalisation de ce reportage. Vous l'avez vu, c'est essentiellement une caméra cachée. Ça existe, on la pratique. Moi-même, je l'ai pratiqué, notamment à France 2. Le seul souci, là, c'est qu'en fait... Parce que tu as travaillé à France 2 pour que Voilà, tout le monde... j'ai été reporter pour l'œil du 20h pendant 1 an. Ce qui interpelle ici, c'est le fait de confier une caméra cachée à une tierce personne, un tiers groupe. Là, en l'occurrence, ce sont Nadia Remadna et Aziza Saya, qui sont deux militantes de la Brigade des Mères, qui est une association qui se revendique comme une association luttant pour les droits des femmes dans les quartiers populaires, à Sevran notamment. Ce qui pose souci, c'est le fait de confier une caméra cachée à des personnes qui suscitent énormément de réactions négatives à Sevran et dans les quartiers populaires en règle générale sur la question de l'islam. C'est-à-dire d'avoir sous-traité le reportage en quelque sorte, premièrement, et deuxièmement, à des gens qui posent question, des associations qui posent problème. Absolument. Ce n'est pas l'association en tant que telle, attention, qui pose problème. Ouais. C'est le discours qui est utilisé par, surtout d'ailleurs, Nadia Remadna, qui est devenue une figure médiatique, qui est, vous le savez, invitée dans tous les plateaux lorsqu'il s'agit de parler, grosso modo, de l'islamisation dans les quartiers. Et donc, ce qui pose problème, c'est le biais, en fait, journalistique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez de confier une caméra cachée à des personnes qui suscitent des réactions négatives, forcément,
ou en tout cas, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des réactions négatives, et c'est ce qui s'est passé. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est que Caroline Sins ou tout autre reporter de la rédaction de France 2 aille dans ce café et observe par elle-même, avec une certaine neutralité, ce qui se passe à l'intérieur de ce bar PMU. Et donc, moi, j'interroge ce procédé qui fausse, en réalité, le résultat. Donc, c'est le point de départ de ta propre enquête, en quelque sorte, de ne pas confier le réel à ceux ou celles qui voudraient qu'il corresponde exactement à leurs convictions et leurs opinions. Et donc, comment tu as procédé? Tu es allé dans ce bar de Sevran et qu'est-ce que tu as découvert là-bas? Alors, c'est important quand même de le préciser. Moi, je n'ai aucun a priori sur l'intention de la journaliste. Je ne la connais pas. Nous jugeons le résultat. Le résultat est à l'opposé de ce que nous avons trouvé, de ce que nous avons récolté. D'abord, on y a été à 4 reprises. C'est important de le dire, parce qu'on ne s'est pas contenté d'y aller une seule fois en tirant une conclusion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, sur la sociologie de ce bar PMU, parce que ce n'est pas un café, c'est un bar PMU. C'est quoi comme type de bar, pour que les gens comprennent Alors, c'est un bar PMU, comme il y en a beaucoup en France, où il y a majoritairement, c'est vrai, des hommes, comme beaucoup de bars PMU dans ce pays, et même à Paris. Et c'est un bar où, avec une clientèle d'habitués, ce sont des clients qui viennent du quartier, c'est le quartier de Savigny, à Sevran, qui n'est pas en plus un quartier très difficile, c'est un quartier qui ne se situe pas très loin de la mairie de Sevran. Ce n'est pas les Baudottes, par exemple, ou ce n'est pas le quartier de Rougemont. Et donc, c'est un bar PMU où les habitués vont pour prendre leur petit café avant d'aller au travail, boire une bière après, et surtout pour ces courses hippiques et pour ces machines à gratter. Et alors, les femmes y sont interdites, une forme de loi masculine y fait rage? Non, absolument pas. Alors, on y a été 4 fois. À 2 reprises, nous n'avons pas prévenu de notre arrivée pour justement avoir aussi cet effet de surprise. Donc il n'y a pas eu de PMU Potemkin et pour comparer en fait avec des danseuses ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. Et du coup, pour comparer entre quand on prévient le propriétaire que nous venons et quand on ne prévient pas. Et à chaque fois, dans les 2 scénarios, on a exactement la même chose, c'est-à-dire un bar PMU fréquenté pour ses courses hippiques, qui est effectivement majoritairement masculin, mais où il y a une clientèle féminine. 2 types de clientèle féminine. Une clientèle féminine qui est fidèle, qui vient depuis plusieurs années, et une clientèle qui vient de temps en temps pour acheter son jeu de grattage, pour prendre un café, au hasard d'une balade dans le quartier. Et ce qui nous étonne, c'est qu'on est vraiment sur un résultat qui est aux antipodes de ce que nous raconte France 2 dans ce reportage. Et les clientes qu'on a rencontrées, elles sont extrêmement en colère parce qu'elles nous disent... D'abord, elles sont surprises évidemment du résultat. Elles disent mais attendez, mais c'est pas du tout l'endroit que je fréquente. Elles ne comprennent pas. La première phrase qu'on nous a dit, c'est on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et la deuxième phrase, c'est pourquoi France 2 n'est pas venu nous voir. Parce que si France 2 était restée plus longtemps, ou en tout cas les militantes, puisque ce sont les militantes qui étaient à l'intérieur, elles auront trouvé un résultat tout différent. Et surtout, finalement, le reportage n'aurait même pas existé. Ça veut dire que la journaliste de France 2, pour comprendre, n'a pas mis les pieds dans le bar de Sevran? Alors, vous avez entendu sur le commentaire sur image, donc la voix de la journaliste, elle dit que ce sont les militantes qui ont fait la caméra cachée. Ce que nous dit le propriétaire de ce bar PMU, c'est que la journaliste n'est jamais venue dans le bar PMU. Nous avons évidemment demandé à Caroline Sins si c'était vrai. On n'a aucune réponse pour l'instant. Elle a refusé de répondre à nos questions. Et France 2 aussi refuse de répondre à nos questions sur à la fois est-ce qu'elle y allait ou pas. Tout le monde dit, les clients et le propriétaire disent elle n'est pas venue. Donc ça, c'est aussi une interrogation d'un point de vue journalistique. Et puis, il y a d'autres choses qui posent vraiment question. Par exemple, le propriétaire du bar PMU nous dit que à l'entrée, lorsque Nadia Remadna et Aziza Saya, les 2 militantes, sont entrées, elles ont commencé à discuter avec un petit groupe de clients. Le propriétaire dit avoir fait le tour du comptoir et être allé vers elles en leur disant, je le cite, « Je vous invite à aller vous asseoir et à consommer ». Donc ça veut dire qu'il y a une invitation à rester. Or, le reportage de France 2, à des femmes, le reportage de France 2 nous dit carrément l'inverse. Alors, ce n'aurait pu être que l'histoire d'une boulette journalistique, magistrale, mais ça a été bien plus que ça, cette affaire du bar de Sevran, puisqu'on a vu que
pendant la primaire du Parti socialiste, ça a hanté les débats. La belle alliance populaire, l'a bien nommée, ça a hanté les débats. Benoît Hamon a été mis en cause comme étant l'espèce de symbole d'une gauche laxiste vis-à-vis des problèmes d'islamisation dans les banlieues, d'une gauche qui se voilerait la face. Il n'est pas le seul. Manuel Valls a utilisé cet argument, mais à droite également, à l'extrême droite, évidemment. Est-ce que ce climat politique-là, cette récupération politique-là, a eu quel type d'influence sur les clients du bar, de ce que tu as découvert dans ton enquête, et sur le propriétaire, parce qu'ils sont devenus, en quelque sorte, du jour au lendemain, un enjeu national. Oui. Alors, permets-moi juste de revenir sur ce que tu as dit, sur la question politique. Évidemment qu'avec un sujet pareil, c'est, comme on dit, open bar. Je veux dire, on s'engouffre dans la brèche. Évidemment que des candidats, quels qu'ils soient d'ailleurs, de tous bords, et c'est le cas aujourd'hui de l'état-major chez les Républicains, avec Laurent Wauquiez, encore dans l'émission politique de France 2, c'est le cas aussi à gauche avec Manuel Valls durant la primaire, c'est la brèche qui s'ouvre et tout le monde rentre dedans. Je crois sur une émission grand public de Thierry Ardisson, encore très récemment, c'était un acquis que dans le bar de Sevran, on n'accueillait pas les femmes. Oui, mais alors la contre-enquête a prouvé le contraire, mais effectivement, pendant des mois, on a parlé de ce bar PMU comme étant le symbole, comme tu dis, de l'islamisation des quartiers. Moi, ce qui me pose problème, c'est une évidence, en fait, que la politique récupère ce genre d'histoire. Ce qui me pose problème, moi, c'est mon métier. C'est les gens qui font ce métier et qui sont rentrés dans la brèche eux aussi. Exemple très concret, 24 janvier 2017, Manuel Valls, invité de l'émission politique sur France Info. Donc on est en pleine campagne électorale à gauche. Et là, le journaliste pose la question suivante à Manuel Valls, en réaction directe avec cette question du reportage, pose la question suivante. Est-ce que selon vous, Manuel Valls, Benoît Hamon est accommodant avec l'islamisme radical? On est quand même face à un objet journalistique où on nous parle de bar. Donc c'est un bar où on sert de l'alcool. J'ai vu beaucoup de bouteilles, voilà. On a des jeux de grattage, les jeux de hasard, l'alcool est fortement proscrit en islam. Donc moi je veux juste qu'on m'explique comment, d'un point de vue journalistique, on peut avoir ce raisonnement-là. Donc c'est aussi, je crois, l'occasion de faire un peu, nous, le ménage chez nous, sur la manière dont on récupère aussi journalistiquement par là ces questions. Sur les conséquences concrètes sur les habitants, pour revenir à ta question, Fabrice, c'est catastrophique. Le propriétaire dit qu'il a perdu entre 10 et 15% de son chiffre d'affaires. Ah oui, concrètement. Oui, il a reçu une lettre... Suite au reportage. Tout à fait, suite à ce reportage du 7 décembre 2016. Il a reçu une lettre de menace de mort où on lui écrit textuellement « On va te brûler ». Certaines affiches qui sont placardées à côté du bar PMU, également menaçantes. Et puis, il y a des clients de femmes qui ne viennent plus chez lui. Des clients de femmes qui ont manifestement cru en ce reportage diffusé un mercredi soir sur le service public. Donc, si vous voulez, si tu veux, je crois que c'est assez révélateur finalement de cette question médiatique autour des quartiers populaires. Et souvent dans d'autres aussi thématiques. C'est qu'on oublie qu'il y a des gens, qu'il y a des vies concrètes, qu'il y a des familles qui sont meurtries par la stigmatisation ou en tout cas par des raccourcis faciles. Ce ne sont pas que des terrains de jeu idéologiques pour faire le beurre de ses propres convictions, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas des abstractions en fait, ce sont des gens avec des gens qui ont des vies et du coup, il faut aussi qu'on s'interroge en permanence sur les conséquences concrètes de ce qu'on fait et éditorialement parlant, journalistiquement parlant. Alors... Et j'espère que France 2 va se rendre compte de ce que ça veut dire, à la fois pour cette famille, à la fois pour les habitants des quartiers, pour Sevran, et puis aussi pour le débat démocratique d'aujourd'hui, le débat électoral, même s'il n'est pas très démocratique aujourd'hui, malheureusement à cause des affaires, mais il va falloir qu'on s'interroge, et il va falloir que France 2 aussi nous donne des questions, des réponses, parce que comme tu l'as dit, il y a eu quand même des conséquences politiques assez graves. Et dernière question, avant que nous passions à la deuxième séquence du retour sur nos enquêtes, quelle est la position de France 2 aujourd'hui? C'est-à-dire que France 2 a diffusé un reportage dont les informations ne sont pas vraies, sont fausses. Quelle est la position aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des excuses? Est-ce que la SDJ, la Société des journalistes, s'est mobilisée? Est-ce que les politiques qui sont partis flamberge au vent sur cette histoire ont rétropédalé? Alors, nous avons évidemment contacté France 2 dans le cadre de l'enquête. France 2 nous répond, nous ne commentons pas le travail de nos journalistes.
Donc voilà, pour l'instant, nous n'avons aucune réponse ni officieuse ni officielle de la part de France 2. Je sais que la SDJ s'est emparée de cette histoire. Pour l'instant, c'est en cours. Donc on attend toujours effectivement des réponses. Nassira, merci beaucoup.